Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, c'est le maire du 4e arrondissement, Rémi Zinc. Bonjour. Bonjour. Alors, comment décrire votre arrondissement? Est-ce que c'est toujours la colline des Canuts, comme l'a dit Christiane Taubira, qui est venue annoncer sa candidature le week-end dernier, ou est-ce que c'est devenu le quartier symbole des bobos? On pourrait dire que ce sera un quartier en transition. Il est quand même marqué par une histoire forte qui est celle de l'histoire des Canuts. En effet, le 4e, Christiane Taubira était dans le premier, juste en dessous. Donc la Croix-Rousse, c'est quand même un passé historique. Voilà, à la frontière, derrière le mur. C'est un quartier historique, oui, qui est marqué par cette histoire des ouvriers de la soie. Ça se voit encore dans son architecture, dans une certaine ambiance, on peut le dire. Maintenant, c'est aussi un quartier qui s'inscrit dans une ville ouverte dans le monde, dans une métropole. Et donc, c'est un quartier qui s'ouvre aussi et qui ne reste pas un quartier musée. Voilà, c'est important qu'il sache aussi s'ouvrir à l'extérieur. Ouais, c'est même plus un quartier qui pose des problèmes de mixité aujourd'hui, avec un taux de logement social qui est assez faible. Oui, qui est autour de 16%, ce qui n'est pas assez. Et sans parler même du logement social, on pourrait parler même de logement accessible pour des personnes qui, un enfant de plus, le besoin d'une chambre de plus, ça peut devenir très difficile de se loger à la Croix-Rousse. Et on assiste parfois à un départ de certaines familles pour d'autres arrondissements, non pas par choix, ce qui serait respectable, mais par obligation, parce que l'accès au logement à la Croix-Rousse plus grand est difficile. On a aussi le phénomène de gens qui, avec un enfant de plus, souhaiterait partir, ne part pas, donc on fait un peu plus serré à la maison pour pouvoir rester dans le 4e arrondissement. Et on voit des studios qui se vendent jusqu'à 10 000 € le mètre carré. On a vu ça à la fin du mandat précédent, ça peut encore se voir en effet. C'est hélas... Votre élection n'a rien changé de ce point de vue-là? Ce n'est pas un changement qui se fait très rapidement. Maintenant, on a pris des mesures. On a voté hier la modification 3 du plan local d'urbanisme qui fait que, notamment que pour un promoteur immobilier, c'est à partir de 500 mètres carrés de surface habitable qu'il devra faire du logement social contre 999 jusqu'à présent. Donc ça va obligatoirement entraîner une part de logement social plus importante. Donc, ce qui va permettre à des gens de pouvoir se loger dans le 4e arrondissement. On a aussi des grands projets urbains, notamment à la place de l'ancien collège Maurice Sèvres, puisque là, à la place du projet initialement prévu de logement privé, il va y avoir un projet piloté par Grand Lyon Habitat qui va permettre de donner à peu près une centaine de logements sur à peu près toute la gamme de logements sociaux jusqu'au bail réel et solidaire. Avec de l'accession sociale voilà. à la propriété, oui. Là, ce sera vraiment des privilégiés qui auront accès à ces prix-là. Alors, la difficulté, en effet, c'est qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Il y a déjà des gens qui se positionnent pour être ici. Donc, on va essayer de mettre en place un système de cotation. Il faut être adhérent à Europe Écologie Les Verts? Non, c'est pas le style chez nous. Non. Mais il va y avoir un système de cotation. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un système de priorité. Alors, est-ce que ce sont les gens qui sont déjà sur l'arrondissement, ou le 1er, 4e, on va dire, qui pourraient se loger en priorité? Est-ce que c'est uniquement par rapport à leurs revenus? Ça se fait dans certaines villes. Il faut de toute façon avoir un système qui soit très transparent. C'est ça le plus important, c'est que justement ne viennent pas ce genre de remarques. Il faut être ami de je ne sais qui pour avoir un logement. Au moins qu'il y ait des critères transparents. Pour l'instant, on a quelques critères en tête. On ne les a pas priorisés dans une taxonomie, mais l'objectif, c'est la transparence, que les gens sachent s'ils auront droit ou pas à ce genre de logement. Alors, dans les grands projets du 4e arrondissement sur ce mandat, il y a la rénovation du boulevard de la Croix-Rousse. Oui. Vous avez souhaité aller vite, c'est-à-dire que ça se fasse sur ce mandat, quitte à ce que ça se fasse un petit peu au rabais, entre guillemets. En tout cas, vous avez prévu de bitumer, alors qu'on vous attendait peut-être sur des surfaces qui permettent à l'eau de passer, comme vous aviez promis pendant votre campagne. On n'a pas prévu de bitumer, pas du tout. On a déjà fait un travail qui est d'enlever les voitures sur le boulevard de la Croix-Rousse, parce que je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi en arrière, c'était un parking géant. Donc ce n'est plus le cas maintenant. C'est redevenu une déambulation piétonne, ce qui est fait quand même... je dirais, la satisfaction de la plupart des habitants. L'objectif du boulevard, de la réfection du boulevard, il est multiple. C'est en effet revégétaliser le boulevard, puisque beaucoup d'arbres ont été coupés au fil des années. Donc c'est replanter des arbres en quantité. C'est à la fois aussi aménager le boulevard dans sa partie technique pour le marché, puisque l'électrification du marché doit être revue. Et puis, c'est à la fois peut-être planter des bancs, permettre aux habitants de pouvoir s'exprimer sur les projets qu'ils veulent voir sur le boulevard. Donc, c'est vraiment l'objectif d'en refaire un lieu de promenade, de déambulation piétonne, sécurisé, ombragé, agréable, ce qu'il était à l'origine quand il a été construit au 19e siècle. Mais bitumé. Alors, sur la partie marché, on est obligé de bitumer pour pouvoir nettoyer derrière. Après, il y a les parties... C'est quand même l'essentiel du boulevard. Oh, pas tout à fait, c'est pas tout à fait la moitié. Donc après, on verra sur les parties qui ne sont pas consacrées au marché, si les habitants le souhaitent, s'ils ne le souhaitent pas, si on fait des espaces sans bitume, végétalisés plus ou moins, végétation haute, basse. Voilà, ça reste encore en chantier au niveau des services, puis après au niveau des habitants.
En matière de digitalisation, on parle de la place de la Croix-Rousse. Oui. Il paraît que vous avez retrouvé des photos Oui. qui montraient qu'il y avait une centaine de platanes sur cette place il y a un siècle, Oui. mais ce n'est pas du tout votre ambition. De planter une centaine d'arbres, non, parce que les platanes qui étaient plantées à l'époque étaient plus petits. Donc, vous aimez bien cette place comme elle est aujourd'hui? Il faut que ça, à mon point de vue personnel, il faut que ça reste une place. Ça ne peut pas être une forêt urbaine, c'est quand même une place où les gens viennent, se rencontrent, traversent. L'objectif, c'est d'en refaire un lieu ombragé, ce qui n'est plus le cas. Donc là, il y a possibilité de replanter des arbres, notamment avec le plan arbre de la métropole, ce qu'on souhaiterait faire. Après, on le sait très bien, à la Croix-Rousse, il y a des usages, et notamment il y a l'usage de la vogue. Donc il va falloir aussi que les choses s'adaptent. L'objectif pour moi... Vous préférez ne pas planter de platanes pour pouvoir continuer à accueillir la vogue, c'est ça? L'objectif pour moi, c'est d'abord le confort des habitants toute l'année, et pas d'avoir un espace réservé à la vogue 4 semaines ou 6 semaines qui perdure toute l'année. Donc l'objectif, c'est quand même le confort des habitants 12 mois sur 12, mais aussi de pouvoir conserver la vogue. Donc il faudra trouver un point d'équilibre entre une végétalisation et aussi les usages de la vogue. Donc là, on est sur ce chemin de crête, je dirais, pour trouver le point d'équilibre qui permette à la fois de conserver une vogue attractive auquel les habitants de la Croix-Rousse sont attachés, mais aussi avoir un espace ombragé 12 mois sur 12. Et au mois de juin dernier, on vous a entendu monter au créneau sur le sujet des mineurs isolés. Oui. On sait qu'à la Croix-Rousse, il y avait notamment le squat Maurice-Èvre, aujourd'hui d'autres squats, mais quand même moins de jeunes. Le sujet qui vous oppose à la métropole, ce sont essentiellement ces jeunes qui sont à la limite de la majorité, que la métropole évalue comme mineurs et se fait débouter dans 80-90% des cas, puisque la justice va les reconnaître comme mineurs. Les métropoles, les évaluent comme majeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai dysfonctionnement de la métropole? Est-ce qu'elle ne devrait pas reconnaître la minorité de ces jeunes dès le départ, plutôt que d'attendre que ce soit la justice qui le fasse? Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de désaccord entre la mairie d'arrondissement et la métropole. C'est vous qui êtes monté au créneau pour dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'accueil. Non, je ne sais pas plus suffisamment d'accueil. Simplement, les mineurs étaient dans un square d'arrondissement, ni plus ni moins, dans des conditions très précaires, avec des possibilités de danger de l'extérieur, donc on savait. Donc moi, il m'importait à un moment, en urgence, je dirais, de mettre ces jeunes à l'abri des dangers qu'on peut rencontrer quand on est dans la rue. Ça, c'était la première chose. Après, la politique au long terme, la métropole fait beaucoup de choses pour accueillir les mineurs et les prendre en charge. Il y a un délai qui se passe entre leur reconnaissance du mineur, parfois comme réfugié, et parfois par le juge. Il y a un délai qui se passe ici pour arriver souvent auprès du juge pour qu'ils soient reconnus mineurs. Après, c'était à la métropole de voir avec Forum Réfugiés, qui est l'organisme mandaté pour reconnaître la minorité. Elle le fait, cette association le fait avec une grille nationale. Donc, ce n'est pas des critères qui sont métropolitains ou adaptés à Lyon, c'est des critères nationaux. Donc ça, c'est un travail à la métropole de mener... Critères qui dysfonctionnent manifestement, puisqu'ils sont désavoués dans 80-90% des cas par la justice. Moi, je n'interprète pas les décisions de justice, ni le travail de Forum Réfugiés. Je pense que chacun est dans son rôle. Il y a pouvoir contre pouvoir, finalement, c'est la démocratie. Et à la fin, c'est le juge qui donne le droit. Donc, finalement, vous êtes sur la même position que David Kimmelfeld d'avant, alors que vous étiez assez critique sur la politique d'accueil des mineurs isolés dans la métropole. Contrairement, je veux dire, je ne suis pas critiquer mon prédécesseur ou l'ancien président de la métropole. Je pense que dans cette matière, c'est jamais très facile de donner des leçons et les situations sont des situations humaines qui sont des situations difficiles. Donc, je me garde de jeter de l'huile sur le feu. Il y a quand même perduré pendant quelques années un immense squat, qui a été le plus grand squat d'Europe au Collège Maurice-Sèvre. Nous, on essaye quand même de reloger les gens en amont et de ne pas faire se développer des zones importantes où les gens sont en très grande difficulté de vivre, parce qu'un ancien collège, ce n'est pas terrible pour vivre. Donc, c'est plutôt d'essayer, une fois qu'ils sont reconnus mineurs, c'est ce que fait la métropole, de les prendre en charge. Un sujet sur la mobilité. Comme maire d'arrondissement, vous avez mal défendu votre quartier, puisque aucun projet d'aménagement n'est prévu sur ce mandat pour mieux desservir le quartier. Pas notamment de remonte-pente à vélo, comme Gérard Collomb l'avait promis en son temps, on ne l'avait pas fait. Oui, au grand regret des écolos. Vous aviez regretté et on pensait que vous pourriez faire quelque chose de ce point de vue-là, mais finalement non. Alors, il y a quand même des choses qui ont été faites, puisque sur la ligne 13, la ligne C13, le bus articulé, le nouveau bus a été mis en œuvre cet été. Donc, c'est un bus qui est quand même beaucoup plus confortable que l'ancien, qui peut rouler à l'électrique sur la totalité du parcours, même s'il est plus branché, puisqu'il y a des fortes batteries. Donc, ça, c'est une amélioration qui a eu lieu dans ce mandat. On aura aussi une amélioration de la ligne C du métro, puisque les voitures vont probablement être modifiées. Il va y avoir des travaux techniques pour améliorer le confort des passagers. Vous pourriez y monter à vélo ?
Pardon ? On pourrait y monter à vélo ? Ça m'étonnerait pour l'instant. Vu le trafic qu'il y a, je pense que c'est une idée qui aurait été possible. Le problème, c'est que la station Hôtel de Ville n'est pas du tout adaptée pour descendre en vélo, à moins de le porter. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, c'est une idée qui aurait pu voir le jour, mais qui est techniquement très compliquée. Monter en vélo, la question se pose en effet, parce que vous parliez du remont de pente, qui était un vieux projet qui date des années 90. Il n'est pas enterré, le remont de pente, c'est le cas de le dire. Autrement, ça sera un métro. Mais on a fait des études sommaires pendant la campagne. Je sais que le maire de Lyon a redemandé au Citral une étude de faisabilité. La question reste posée. Nous, on serait plutôt favorable à quelque chose de relativement léger en installation, pour ne pas avoir un investissement lourd, qui puisse servir à la fois aux cyclistes, mais aussi aux touristes, aux habitants, que ce soit réservé uniquement aux cyclistes. Donc, c'est pas un dossier qui est évacué, qui est abandonné. C'est un dossier qui est toujours en cours, mais qui n'est pas clairement un dossier prioritaire par rapport au prolongement des lignes de métro, comme ça a été en discussion dernièrement. Peut-être que si le projet de téléphérique est abandonné comme on le voit venir, vous imaginez récupérer un projet de ce genre sur votre quartier ? Écoutez, si c'était le cas, je n'aurais pas une approche dogmatique. Pourquoi pas, ça peut s'étudier. Je n'ai pas de demande d'habitants pour avoir un téléphérique qui relierait le Gros Caillou à la Part-Dieu. Ça pourrait s'étudier, pourquoi pas, je dis ça sur l'anecdote. Moi, je prends toutes les propositions, toutes les études qui peuvent être faites pour améliorer les mobilités des habitants hors voiture. Moi, je les prends avec satisfaction. Après, il faut voir s'il y a des justifications techniques, s'il y a vraiment des besoins. Voilà, pour le téléphérique, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Un dernier mot sur la campagne électorale. Vous venez de dire que si Éric Zemmour n'avait pas ses 500 signatures, ce ne serait pas un manque pour la démocratie. Oui, clairement. Quand on voit quelqu'un qui est condamné pour les propos qu'il tient, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, je ne vois pas en quoi ça serait un manque pour la démocratie d'avoir un candidat comme ça. Je veux dire, je pense que la démocratie, la nôtre, on est dans une phase de changement, on est dans une phase de tension, d'incertitude, la Covid, les changements climatiques, les bouleversements sociaux. Je pense qu'on a besoin de candidats sérieux, avec des idées différentes, c'est la démocratie. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui excite les choses, qui met de l'antagonisme, qui met de la haine parfois. Donc je pense qu'il y a besoin d'un débat apaisé, projet contre projet. Ça ne vous choque pas d'éliminer un candidat qui est autour de 15% dans les sondages ? Autour de 15% dans les sondages, il n'est déjà plus à 15%, il est à moins. Et je pense que, hélas, ces idées sont déjà reprises par d'autres à droite ou à l'extrême droite. Donc je pense que les électeurs qui peut-être voteraient pour M. Zemmour trouveront facilement un candidat ou une candidate, plus précisément. Rémi Zinc, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.